Frappée comme les autres villes italiennes pendant la crise économique de l'après-guerre, Naples se releva légèrement pendant la dictature fasciste, mais cette éphémère illusion s'écroula à l'entrée de l'Italie fasciste en guerre aux côtés de l'Allemagne et du Japon. À moitié détruite par les bombardements anglais, américains et allemands entre 1940 et 1945, Naples fut la première ville italienne à s'insurger contre l'occupation militaire nazie. En 4 journées, le petit peuple napolitain s'insurgea contre les Allemands, peu de jours avant que les Anglo-Américains arrivent en ville. Durant cet événement appelé les 4 journées de Naples, 170 belligérants et 150 vaillants citoyens des armées sont morts au combat. Ce film ne raconte pas leur histoire. Bien que j'apprécie l'élégance vestimentaire, je n'en fais guère attention, habituellement, à la perfection plus ou moins grande avec laquelle sont coupés les complets d'un nez semblable. Un soir pourtant, lors d'une réception dans une maison de Milan, je fis la connaissance d'un homme qui paraissait avoir la quarantaine et qui resplendissait littéralement à cause de la beauté linéaire, pure, absolue de son vêtement. Je ne savais pas qui c'était, je le rencontrai pour la première fois et pendant la présentation, comme cela m'arrive toujours, il m'avait été impossible d'en comprendre le nom. Mais à un certain moment de la soirée, je me trouvai près de lui et nous commençâmes à bavarder. Mon Dieu! La belle peinture! Un travail de maître. J'aurais pu le confondre avec un Da Vinci, un Cézanne ou encore même un Van Gogh. Observez-moi ce travail d'ombre et lumière, la texture parfaitement bien représentée, ces couleurs qui s'agencent si bien au paysage. Fantastique, je suis ébloui. Tiens, parlant d'être ébloui, le magnifique veston. Oui, alors voici la violente situation dans notre pays, l'Italie. Les demandes visaient également la mise en place par le gouvernement de Rome de mesures concrètes pour prévenir et lutter contre les violences envers les femmes, entre autres l'hypersexualisation et la marchandisation de leur corps. La garantie par le... Excusez-moi de vous interrompre, monsieur, dans vos palpitantes, virulentes, mais passionnantes explications. Cependant, si je puis me permettre une telle indiscrétion, monsieur, votre veston est tout simplement magnifique. Sa coupe est parfaite, son tissu est soyeux. Bref, je vais aller droit au but. Je souhaite en faire l'acquisition. Je vois que vous êtes un connaisseur, monsieur, mais il n'est pas très connu et pourtant c'est un grand maître. Mais je pouvez toujours vous essayer. Son nom est Corticella, je peux vous donner son adresse. Merci bien, monsieur. C'est ainsi qu'il se retrouva au 17 rue Ferrera, à Milan, Alfonso Corticelli, un jeune homme bâti aux cheveux noirs. Rue Ferrera. Monsieur Alfonso Corticelli. Espérons qu'il soit. Oui, c'est à quel sujet? Bonjour, monsieur Corticella. Est-ce que Oui. j'ai récemment été à un banquet où j'ai en fait rencontré un ami qui avait un magnifique veston. En fait, il m'a recommandé car je suis attaché à un nouveau veston. Oui, je crois pouvoir voir un peu ce service. Merci, monsieur. Ok. Alors voici ma brillante demeure. Oh, et mon vous Dieu. voyez, C'est beau, c'est coquet, c'est... Oui, c'est italien, ça tient de ma maman. Alors, je fais des vestons depuis que je suis né. Je suis né dans les montagnes et je fais de très beaux vestons. Il n'y a plus de vestons ici. Il y a seulement des accessoires de fête, des ballons naquilles, verts et louches. Alors, j'ai une idée. Suivez-moi, je crois que je vais pouvoir vous donner un veston. Alors, là-bas, il n'y avait pas assez de beaux vestons. Il n'y en avait pas. Peut-être y en a-t-il des convenables dans celui-ci. Alors,
Quelle coupe désiriez-vous déjà C'était un magnifique veston en suède brun. Oui. La coupe était, ma foi, parfaite. Un petit peu serrée, mais pas trop. Oui, oui. Ça faisait. Je ça l'avais ressortait bien. un peu, mais. Je la replace bien et vous irez à merveille. Oh, que vois-je, il n'y en reste plus ici. Ben mon Dieu, mais ce veston est magnifique. Peut-être vous irez-il bien. Voyons voir depuis que je l'ai essayé. Oui, oui. Voici mon mannequin. Je l'ai appelé Charogne. Oui, oui, oui. Mon Dieu, le beau veston. Alors il vous a averti, hein? Ouais. Oh, le miroir. Le miroir, il est juste ici. Wow. Vous voyez? Je souhaite en faire l'acquisition. Vous voyez dans le dos d'abord. Oui, Magnifique. comme je le disais, hein? Je le prends. D'accord. Alors voilà comment marchera les prix. Vous pouvez me payer après comme vous comptez être bon acheteur. Êtes-vous sûr? Vous ne voulez pas que je paye? Non, non, payez-moi plus tard, payez-moi plus tard. Vous allez me donner de l'argent plus tard. Parfait. Marché beaucoup, conclu. monsieur Corticia. Oh, suit! Un billet de 1000 livres. De la poche de mon veston. Le train a dû l'oublier. J'allais lui reporter demain. Vous allez bien, monsieur? Oui, oui, merci, James. Sûrement une migraine. Je dois être fatigué. D'accord, je vais vous laisser vous reposer. Merci. I'm in this bitch with terror. Got a head full of stacks, better grab an umbrella. I make it right, I make it right. I'm in this bitch with terror. Got a head full of stacks, better grab an umbrella. I make it right, I make it right. Make it rain on them hoes, I make it right, I make it right. I make it rain on them hoes, I make it right, I make it right. I make it rain on them hoes, I make it right, I make it right. I make it rain on them hoes. Je ne comprenais pas si je vivais un rêve, si j'étais heureux, ou si au contraire je suffoquais sous le poids d'une trop grande fatalité. En chemin, à travers mon imperméable, je palpais continuellement l'endroit de la poche magique. Chaque fois, je soupirais de soulagement. Sous l'étoffe, le réconfortant froissement du papier monnaie me répondait. Mais une singulière coïncidence refroidit mon délire joyeux. Sur les journaux du matin, de gros titres. L'annonce d'un cambriolage survenu la veille occupait presque toute la première page. La camionnette blindée d'une banque qui, après avoir fait le tour des succursales, allait transporter au siège central les versements de la journée, avait été arrêtée et dévalisée rue Palmanova par quatre bandits. Comme les gens accouraient, un des gangsters, pour protéger sa fuite, s'était mis à tirer. Un des passants avait été tué. Mais c'est surtout le montant du butin qui me frappa. Exactement 50 millions, comme la somme que j'avais prélevée.
Il n'y a aucune Pouvait-il exister un rapport entre ma richesse soudaine et le hold-up de ces bandits survenus presque en même temps? Ce n'est qu'un hasard. Cela semblait ridicule de le penser, et je ne suis pas superstitieux. Toutefois, les vêtements me laissa très perplexe. Comme le dit le vieil adage, plus on possède, plus on désire. C'est pourquoi le soir même, j'effectuai la même routine que la veille, et cette fois 135 millions s'ajoutèrent à la somme précédente. Qu'il fait bien de se retrouver chez soi. Cependant, ma joie ne fit qu'éphémère, puisque le vent de bonheur qui m'habitait s'apaisa rapidement lorsque j'appris la nouvelle suivante. Un terrible incendie provoqué par un dépôt de pétrole qui s'était enflammé avait presque complètement détruit un immeuble dans la rue de San Cloro, en plein centre. Entre autres, les coffres d'une grande agence immobilière qui contenait plus de 130 millions en espèces avaient été détruits. 2 pompiers avaient trouvé la mort en combattant le sinistre. Je savais maintenant que l'argent que je retirais de la poche de mon veston venait de l'enfer, du crime, du sang et du désespoir. Chaque billet soustrait entraînait un malheureux incident. Mais, insidieusement, je refusais d'admettre quelque corrélation entre les événements et mes sommes retirées. Le soir, j'effectuais donc la même routine. Je vivais une vie magnifique. Je possédais une grandiose villa, une voiture luxueuse, ainsi qu'une superbe collection de tableaux. Sans compter que je voyageais à travers le monde en compagnie de sublimes demoiselles. Quant au tailleur, je ne me préoccupais plus de lui. C'est alors que, dans l'immeuble que j'habitais auparavant, on découvrit au matin une sexagénaire retraitée asphyxiée par le gaz. Elle s'était tuée parce qu'on avait perdu les 30 000 livres de sa pension qu'elle avait touchées la veille et qui avaient fini dans mes mains. C'était décidé, je devais me débarrasser de ce foutu veston. Je me dirigeais donc dans une forêt où je fis brûler le veston. Il se consuma lentement. Une voix m'interrompit soudainement. Trop tard, trop tard! Il était effectivement trop tard. Toutes les choses que j'avais acquises grâce à l'argent de ce veston avaient disparu. Ma voiture n'était plus là. Ma somptueuse villa avait disparu, et mes comptes en banque étaient complètement épuisés. Disparus de mes nombreux coffres-forts, les gros paquets d'actions, et de la poussière, rien que de la poussière, dans la vieille malle qui contenait autrefois le veston. Désormais, j'ai repris péniblement mon travail. Je m'en tire à grand-peine, et ce qui est étrange, c'est que personne ne semble surpris par ma ruine subite. Et je sais que ce n'est pas encore fini. Je sais qu'un jour la sonnette de ma porte retentira. J'irai ouvrir et je trouverai devant moi ce tailleur de malheur, avec son sourire abject, pour l'ultime règlement des comptes. Quant au veston, il est probablement réduit en cendres et ne fait plus de mal à personne.